Je m'appelle Rebecca, j'ai 26 ans, je suis une femme. Je vis dans un appartement petit mais confortable que je paie moi-même, un sanctuaire tranquille loin du bruit de la ville, et le plus souvent, du bruit de ma propre famille. Le jour, je suis analyste financière, un métier qui convient parfaitement à ma nature logique et orientée vers le détail. Les chiffres ne mentent pas, c'est une stabilité que j'ai appris à chérir. Cette histoire parle de la façon dont j'ai utilisé cette logique pour me défaire d'une famille qui voyait mon succès non pas comme quelque chose à célébrer, mais comme une ressource à exploiter. Avant que cette histoire ne se déroule, j'aimerais me connecter avec vous. Veuillez me faire savoir dans les commentaires d'où vous regardez et quelle heure il est dans votre coin du monde. C'est incroyable de voir jusqu'où ces histoires peuvent voyager. Le soleil de fin d'après-midi filtrait à travers les fenêtres en bail de la maison de mes parents, illuminant des grains de poussière dansant dans l'air. Le jardin arrière était rempli du bourdonnement léger des conversations polies, du tintement des verres et de l'odeur du fameux barbecue de ma mère. C'était ma fête de remise des diplômes, une célébration de la maîtrise en finance que j'avais passé 2 années éprouvantes à obtenir. J'avais travaillé à temps plein tout en étudiant, sacrifiant mes week-ends et mes événements sociaux. Tout cela pour ce morceau de papier qui représentait la liberté et un avenir que je construisais brique par brique. Mon père, Marc, tenait la cour près du grill, une spatule dans une main et une bière dans l'autre. C'était un homme qui aimait être le centre de l'attention, un trait que mon frère Ethan avait hérité en masse. Ethan, 1 an de plus que moi, circulait parmi la petite foule de famille, d'amis et de parents. Son sourire un peu trop large, son rire un peu trop fort. Il avait une façon de faire en sorte que chaque événement tourne autour de lui, et aujourd'hui ne faisait pas l'exception. Il portait une chemise de designer qui coûtait probablement plus cher que mes manuels pour un semestre, parlant avec animation de sa dernière grande entreprise, un bistrot haut de gamme de la ferme à la table qu'il prévoyait d'ouvrir en centre-ville. J'ai essayé de me concentrer sur les aspects positifs. Ma tante Suzanne, la sœur de ma mère, m'a donné un câlin qui semblait pouvoir guérir les os brisés. « Je suis tellement incroyablement fière de toi, Becca, a-t-elle murmuré, ses yeux plissés au coin. Tu l'as mérité, absolument. Suzanne était psychologue, et elle avait une façon de voir à travers la façade soigneusement construite de la famille. Elle me voyait non pas comme un personnage secondaire dans le spectacle d'Ethan et Marc, mais comme une personne à part entière. La journée s'est déroulée, un agréable flou de félicitations et de conversations anodines. J'ai accepté les compliments avec grâce, répondu aux questions sur mon nouveau travail dans une prestigieuse société d'investissement, et j'ai essayé d'ignorer le sentiment familier subtil d'être éclipsé. Chaque conversation semblait revenir à Ethan. « Oh, Rebecca, c'est merveilleux. As-tu entendu qu'Ethan ouvre un restaurant, une maîtrise? Très bien. Tu sais, Ethan est sur le point de devenir le prochain grand restaurateur de la ville. » C'était comme si ma réussite concrète était d'une manière ou d'une autre moins réelle, moins excitante que le rêve hypothétique de mon frère. À l'approche du soir et que les guirlandes lumineuses du jardin s'allumaient, mon père a tapé un couteau contre son verre, demandant l'attention de tous. Mon estomac s'est serré, je savais ce qui allait arriver. Des discours. Et dans ma famille, les discours étaient un sport de compétition. Je veux juste dire quelques mots, commença mon père en souriant. Nous sommes si fiers de nos enfants, de tous les deux. Il a fait un signe de tête dans ma direction, un geste de routine avant que son regard ne tombe droit sur Ethan. Ethan, avec sa vision incroyable et son esprit d'entreprise, est sur le point de conquérir le monde culinaire. Nous savons qu'il sera un succès phénoménal. La foule a applaudi chaleureusement. Ethan a fait une révérence théâtrale. Puis mon père s'est tourné vers moi. Et Rebecca, eh bien, elle a toujours été la plus studieuse. Elle a terminé son programme et nous sommes tous très heureux pour elle. Les louanges semblaient creuses, comme un apéritif avant le plat principal. Puis ce fut le tour d'Ethan. Il leva sa flûte de champagne, un sourire narquois jouant sur ses lèvres. Il s'avança au centre du patio, ses mouvements confiants et pratiqués. À ma petite sœur Rebecca, commença-t-il, et pendant un bref instant, je me suis permis d'espérer qu'il dirait quelque chose de gentil. Cet espoir était une utopie. Je dois t'avouer. Je ne pensais jamais que tu finirais vraiment. Toutes ces nuits avec ta tête dans un livre.
C'est fou que tu aies enfin terminé. Il fit une pause, laissant le compliment maladroit flotter dans l'air. Les invités rirent avec incertitude. Sérieusement, continua-t-il, sa voix empreinte de condescendance. Félicitations. Tu finiras probablement au chômage de toute façon dans cette économie. Mais bon, au moins, tu as un joli morceau de papier à encadrer. Une vague de silence stupéfait s'abattit sur le patio, rapidement brisée par un rire fort et retentissant. C'était mon père. Il tapota Ethan sur le dos, gloussant comme si son fils venait de raconter la blague la plus intelligente du monde. C'est mon garçon, dit-il assez fort pour que tout le monde l'entende. Toujours le plus réaliste. L'humiliation était une chose physique, une rougeur ardente qui me monta le long du cou et s'installa sur mon siège. Il regarda autour de la cour. Quelques personnes semblaient mal à l'aise, fixant leurs verres. Ma tante Suzanne regardait Ethan avec une intensité qui aurait pu faire cailler le lait, mais personne ne dit rien. Personne ne m'a défendu. Ma mère offrit un faible sourire conciliant depuis le bord, sa supplication silencieuse pour que je laisse tomber, pour ne pas faire de scène. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas pleuré, crié ou jeté mon verre à la figure, même si j'en avais envie. Au lieu de cela, un calme étrange et froid s'est installé en moi. J'ai simplement souri, un sourire serré et vide, levé mon propre verre, et dit « Merci pour le vote de confiance, Ethan ». La fête a continué comme si de rien n'était. La musique a repris, les conversations ont repris, et le moment a été rapidement oublié. Mais pour moi, tout avait changé. Ce toast n'était pas juste une insulte. C'était une clarification. C'était la confirmation finale et indéniable de ce que j'avais toujours su au fond de moi. À leurs yeux, mon rôle était d'être le personnage secondaire responsable et stable. Mes réalisations étaient de jolis petits jalons, mais les rêves d'Ethan étaient l'événement principal. Mon but à leurs yeux était d'être le filet de sécurité. Et alors que je restais là à sourire, mon sourire vide, je me suis souvenu de la pile épaisse de documents de prêt qui se trouvait sur mon bureau à la maison. Ceux qui attendaient ma signature, ceux où moi, avec mon tout nouveau diplôme, mon crédit impeccable et mon offre d'emploi bien rémunérée, j'étais inscrite comme co-emprunteuse pour le restaurant d'Ethan. À cet instant, entourée de ma famille souriante et dédaigneuse, un nouveau plan commença à se former. Un plan qui commença par un simple clic silencieux sur un bouton. La conversation sur le prêt avait eu lieu 3 semaines avant la fête. Elle avait été présentée non pas comme une demande, mais comme une conclusion prévisible. J'étais chez mes parents pour notre dîner du dimanche obligatoire quand mon père et Ethan m'ont coincé dans la cuisine. Ma mère était commodément occupée dans le jardin, une tactique qu'elle employait souvent lorsqu'elle sentait une confrontation se préparer. « Becca, chérie, nous devons te parler de quelque chose d'important. » Mon père commença à utiliser le ton paternaliste et légèrement condescendant qu'il réservait aux affaires sérieuses. Il s'adossa au comptoir, les bras croisés. C'était sa posture de pouvoir. Ethan, toujours le showman, déroula un ensemble de dessins architecturaux sur l'îlot de cuisine, les alourdissant avec une salière et un bol de fruits. Becca, contemple, la fourchette dorée, annonça-t-il d'un geste ample de la main. Les dessins dépeignaient un restaurant chic et moderne avec des murs en briques apparentes, un éclairage à ampoule Edison et une cuisine ouverte. Ça avait l'air cher. C'est un concept révolutionnaire, expliqua Ethan, les yeux brillants d'une confiance imméritée. Cuisine d'avant-garde locale et durable. Ce sera l'endroit le plus branché de la ville. Les investisseurs se bousculent, mais pour sécuriser l'emplacement idéal au centre-ville, j'ai besoin que le prêt commercial principal soit approuvé dans le mois à venir. J'ai étudié les plans. En tant qu'analyste financière, mon cerveau a immédiatement commencé à faire les calculs, à calculer les frais généraux, à projeter les revenus et à évaluer les risques. L'industrie de la restauration était notoirement brutale avec un taux d'échec de plus de 60% dans les 3 premières années. Ethan n'avait aucune formation culinaire professionnelle et n'avait jamais géré d'entreprise auparavant. Son historique professionnel était une succession de projets de courte durée financés par mon père qui n'avaient jamais tout à fait abouti. Une entreprise d'impression de t-shirts, un site web de dropshipping, un podcast sur devenir un influenceur. Tous s'étaient éteints faute de suivi. Cela semble très ambitieux,
Ethan, dis-je prudemment, essayant de garder un ton neutre. À quoi ressemble votre plan d'affaires? Avez-vous pris en compte les coûts de personnel, le marketing, les permis, une réserve opérationnelle de 6 mois? Ethan agita une main dédaigneuse. Les détails, les détails. C'est pour ça que j'embaucherai des gens. Je suis le visionnaire. Mon père est intervenu, posant une main sur mon épaule. C'est là que tu interviens, ma chérie. La banque adore l'idée, mais elle est réticente à propos de l'historique de crédit d'Ethan. Tu sais, quelques petits tracas de ses jours d'université. Je connaissais tous les tracas. Une carte de crédit maximisée qu'il avait oubliée, que mon père avait secrètement remboursée. Une voiture reprise. Une série de factures de services publics impayées. Le dossier financier d'Ethan était une zone de catastrophe. Il avait la cote de crédit d'un fantôme. Ils ont besoin d'un co-emprunteur, dit mon père, arrivant enfin au point. Quelqu'un avec un revenu stable et un solide profil de crédit, quelqu'un comme toi. J'ai eu l'impression d'un coup de poing dans le ventre. Il ne demandait pas, il disait. L'hypothèse était bien sûre que je le ferais. J'étais la responsable, celle avec le score de crédit parfait que j'avais construit méticuleusement depuis l'âge de 18 ans. J'étais celle qui avait le contrat signé pour un emploi bien rémunéré. Ma sécurité financière était apparemment une ressource familiale à déployer pour le caprice d'Ethan. Papa, se porter co-emprunteur d'un prêt commercial d'une telle ampleur est un risque énorme, dis-je, ma voix à peine audible. Si le restaurant échoue, je serai légalement responsable de toute la dette. Cela pourrait me ruiner financièrement. Cela pourrait m'empêcher d'acheter une maison ou d'obtenir un prêt pour moi-même. Ne sois pas si dramatique, Rebecca. Ethan ricana. La fourchette dorée n'échouera pas. C'est un succès garanti. Ce n'est pas un risque. C'est un investissement dans l'avenir de ton frère, dans l'avenir de la famille. Il a raison, ajouta mon père, sa voix se durcissant légèrement. C'est ce que font les familles les unes pour les autres. Tu as un excellent emploi en perspective. Tu peux facilement te le permettre si, dans le très improbable cas où quelque chose tourne mal. Nous t'avons toujours soutenu dans tes études. Il laissa le reste de la phrase en suspens, l'implication étant claire. Nous avons payé tes études, donc tu nous dois. C'était un chantage classique, une maîtrise qu'ils avaient acquise au fil des ans. La vérité est qu'ils avaient contribué, mais j'avais aussi travaillé 2 emplois et contracté mes propres prêts étudiants pour couvrir la majorité de mes frais de premier cycle, des prêts que je remboursais encore assidûment. Ma maîtrise était entièrement autofinancée grâce à des bourses et à mon salaire à temps plein. Leur soutien avait toujours été conditionnel, une dette à rappeler quand cela leur convenait. Je me suis sentie piégée. Discuter avec eux, c'était comme discuter avec un mur. Toute résistance de ma part serait présentée comme moi étant égoïste, ingrate et peu coopérative. Ils me dépeindraient comme le méchant qui se tenait sur le chemin des rêves de mon frère. J'ai regardé le visage plein d'attente de mon père, puis le sourire narquois de mon frère, et j'ai ressenti une vague d'épuisement. C'était plus facile, me suis-je dit, d'accepter et d'espérer le meilleur. D'accord, dis-je, le mot ayant le goût de cendre dans ma bouche. Je vais regarder les documents. C'est ma fille, mon père tonna, me tapant sur l'épaule si fort que je titubais. Ethan me lança un sourire triomphant. Tu ne regretteras pas, sœur. Quand le restaurant sera un succès, je même nommerai une salade en ton honneur. La paperasse est arrivée une semaine plus tard. C'était un énorme fichier numérique de la banque détaillant un prêt commercial de 350 000 $. Mon nom était déjà tapé dans la case du co-emprunteur. Tout ce qu'il fallait, c'était ma signature numérique. J'avais rempli la demande initiale en ligne avec Ethan, ma souris planant sur le bouton de soumission finale pendant des jours. La banque avait besoin de mon consentement final après avoir examiné la partie d'Ethan de la demande. J'ai dit à ma famille que je révisais simplement les termes et conditions, une tactique de retard plausible compte tenu de ma profession. Chaque fois qu'ils me le demandaient, je leur disais que j'attendais le contrat de prêt final de la banque, ce qui n'était pas entièrement un mensonge. J'avais besoin de voir le document contraignant final avant de signer. Maintenant, assise dans ma voiture dans l'allée après la fête de remise des diplômes, les paroles cruelles d'Ethan résonnant dans mes oreilles,
tout le poids de cette trahison s'est abattu sur moi. Ce n'était pas juste une faveur. C'était une attente. Il ne s'agissait pas de soutenir mon frère. Il s'agissait de moi fournir un filet de sécurité pour son échec inévitable. Un coussin financier bâti sur mon travail acharné, ma discipline et mes sacrifices. Le rire de mon père fut la dernière pièce du puzzle. Il ne s'attendait pas seulement à ce que je le fasse. Il s'en sentait digne. Il voyait mon succès non pas comme le mien, mais comme un atout pour eux à exploiter. Son toast n'était pas juste une blague méchante. C'était un lapsus freudien, révélant exactement à quel point il pensait peu de mon avenir par rapport à celui d'Ethan. J'étais le plan de secours, et j'en avais fini de jouer mon rôle. Je suis rentré de la fête en transe. La musique joyeuse à la radio semblait discordante et offensante. La froide et dure colère dans mon estomac s'était solidifiée en quelque chose d'autre. La résolution. Quand je suis retourné dans mon appartement, je n'ai même pas pris la peine de me changer de robe. Je suis allé directement à mon petit bureau à domicile, celui où j'avais passé tant de nuits tardives, à étudier pour les examens qui m'avaient valu le diplôme qu'il venait de minimiser si facilement. J'ai ouvert mon ordinateur portable, l'écran illuminant mon visage dans la pièce sombre. L'email de la banque était dans ma boîte de réception, signalé et non lu. La ligne d'objet était action requise prêt pour la fourchette dorée. J'avais repoussé l'ouverture de la version finale du contrat de prêt, en partie par appréhension et en partie par un espoir fou que quelque chose puisse changer. Maintenant, je l'ai ouvert avec un sentiment de sombre détermination. Le document était dense, page après page de jargon juridique et financier qui ferait bâiller la plupart des gens. Mais c'était mon monde. C'était pour cela que j'avais passé 2 ans à étudier pour comprendre. J'ai lu chaque ligne, chaque clause, chaque sous-section, non pas en tant que sœur réticente, mais en tant qu'analyste financière évaluant un actif à haut risque. Les termes étaient encore pires que ce que j'avais anticipé. Le taux d'intérêt était prédateur, un reflet clair du manque de confiance de la banque en Ethan en tant qu'emprunteur principal. C'était un taux variable lié au taux prime, ce qui signifiait que les paiements pouvaient monter en flèche avec l'économie. Mais la partie la plus horrible était la clause de garantie. Pour obtenir un prêt de cette taille pour un propriétaire d'entreprise pour la première fois avec un historique de crédit désastreux, la banque exigeait une garantie importante. J'ai fait défiler jusqu'à la liste des actifs promis et mon sang s'est glacé. Listé là à côté de la voiture de sport de 10 ans d'Ethan d'une valeur d'une fraction de ce qu'il lui devait se trouvaient mes actifs. Mon 401K du travail que je venais de quitter. Mon portefeuille d'investissement, que j'avais soigneusement construit depuis mon premier stage, même ma propre voiture, qui était entièrement payée. Tout était là, détaillé et évalué. J'avais fourni ces informations lors de la demande initiale, croyant que c'était une partie standard d'une évaluation financière. Je n'ai jamais imaginé qu'il mettrait tout cela comme garantie à saisir en cas de défaut. Comment avait-il obtenu ces informations ? Je me suis souvenu qu'Ethan m'avait demandé de lui envoyer un résumé de ma santé financière pour montrer à l'agent de prêt que j'étais un co-emprunteur viable. J'avais naïvement envoyé un document protégé par mot de passe avec mes relevés de compte, lui faisant confiance pour que ce ne soit qu'une formalité. Il a dû donner tout le dossier à la banque. Ils avaient utilisé ma prudence financière contre moi, transformant ma sécurité durement acquise en la garantie principale du pari imprudent d'Ethan. Si le restaurant fermait, il ne se contenterait pas de saisir mon revenu. Il liquiderait tout mon patrimoine net. Tout ce pour quoi j'avais travaillé disparaîtrait. J'ai ressenti une vague de nausée. Ce n'était pas du co-emprunt. C'était une exécution financière. Mon père, un courtier en assurance qui traitait quotidiennement des contrats et de l'évaluation des risques, aurait compris les implications de cela. Il a dû voir ces conditions. L'idée qu'il ait vu cela, compris cela, et m'ait quand même poussé à signer était une trahison plus profonde que n'importe quel toast méchant. Il ne risquait pas seulement mon avenir. Il l'offrait activement sur un plateau pour financer le fantasme de son fils. Mon esprit s'emballa, rejouant des conversations, cherchant des indices que j'avais manqués. Je me suis souvenu de mon père disant, « La banque a juste besoin de voir que tu es engagé. » Je me suis souvenu qu'Ethan avait balayé mes questions sur le plan d'affaires, disant, « Le gars de papa à la banque s'occupe des détails. » C'était un complot.
Ils avaient compté sur moi pour être trop intimidés par les petits caractères, trop confiante envers eux, ou trop pressés par le mantra de la famille d'abord pour lire correctement l'accord. Ils avaient utilisé ma propre connaissance financière comme un outil contre moi, supposant que je serais la bonne fille et que je signerais simplement là où on me disait. C'est alors que j'ai remarqué un petit détail dans le portail de candidature. Le système bancaire avait un journal de toutes les activités sur le compte. Je pouvais voir chaque connexion, chaque téléchargement de documents, chaque échange de messages entre le demandeur et l'agent de prêt. La curiosité prenant le dessus sur ma colère, j'ai cliqué sur l'historique des messages. C'était une série de mails entre Ethan et l'agent de prêt, un homme nommé Monsieur Henderson. La plupart étaient des procédures standards. Mais ensuite, j'ai vu une chaîne de messages d'il y a une semaine avec la ligne d'objet concernant le co-emprunteur. Ethan avait écrit: Monsieur Henderson voulait juste confirmer que ma sœur Rebecca est entièrement d'accord. C'est une magicienne de la finance. Elle vient d'obtenir sa maîtrise et elle voit cela comme un fantastique investissement familial. Elle a une foi totale dans l'entreprise. La réponse de Monsieur Henderson était professionnelle mais révélatrice. Merci, Ethan. C'est une bonne nouvelle. Comme discuté, étant donné vos actifs personnels limités et votre historique de crédit, son soutien total et la mise en garantie de ces actifs sont les principaux facteurs permettant à la banque d'aller de l'avant avec cette offre. Sa stabilité financière est le seul pilier sur lequel repose ce prêt. Veuillez vous assurer qu'elle est pleinement consciente des conditions décrites dans la section 7b concernant la saisie des actifs en cas de défaut. Le seul pilier. Mon estomac se noie plus fort. Je n'étais pas une partenaire dans cette entreprise. J'étais la fondation conçue pour être sous l'eau et hors de vue, supportant tout le poids et n'obtenant aucun crédit. Et si la structure s'effondrait, je serais la première chose à être écrasée. Le dernier email de la chaîne était d'Ethan, envoyé juste 2 jours avant ma fête de remise des diplômes. Aucun souci, Henderson. Ma sœur sait ce que signifie la famille. Elle signera. Elle se sort toujours d'affaire. Elle se sort toujours d'affaire. L'arrogance, la certitude absolue de ma conformité était stupéfiante. Cela mettait à nu la vérité de toute ma vie, tout mon rôle dans la famille. J'étais la fiable, la responsable, celle qui nettoyait les dégâts et apaisait les choses. J'étais celle sur qui on pouvait compter pour sacrifier mes propres besoins au profit de la famille, ce qui signifiait vraiment pour le bien d'Ethan. Cette nuit-là, il n'y eut plus de doute, plus d'hésitation. Il ne s'agissait plus d'un restaurant. Il s'agissait de ma vie. Ils n'avaient pas juste demandé une signature. Ils avaient essayé de voler mon avenir. Et alors que j'étais assise là dans le noir, les mots accablants sur l'écran gravés dans ma mémoire, je savais que mon silence à la fête était terminé. L'époque où j'étais la bonne fille était officiellement, irrévocablement révolue. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec un sentiment de clarté glaçant. La colère de la veille s'était refroidie en une résolution d'acier. J'ai appelé pour dire que j'étais malade à mon nouveau travail, quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant, prétendant une migraine soudaine. La vérité était que j'avais besoin de cette journée. J'avais besoin de faire ce que je faisais le mieux, recherche, analyse et diligence raisonnable. J'allais appliquer mes compétences professionnelles à ma propre famille. Ma première étape fut de comprendre la portée complète de l'incompétence financière d'Ethan. Je connaissais les tracas que mon père avait mentionnés, mais je soupçonnais qu'ils n'étaient que la partie visible de l'iceberg. J'ai commencé par un simple service de vérification de crédit légal. En tant que co-emprunteur potentiel, j'avais le droit de demander un rapport détaillé sur l'emprunteur principal, et j'avais déjà obtenu le consentement d'Ethan pour cela lors de la phase de candidature initiale. Je n'avais jamais pris la peine de faire le rapport complet moi-même, faisant confiance aux souscripteurs de la banque. C'était une erreur que je ne referais plus. J'ai payé pour le rapport le plus complet disponible et j'ai attendu. Lorsque le fichier s'est téléchargé, c'était pire que ce que j'aurais pu imaginer. C'était une histoire d'horreur de 15 pages d'irresponsabilité financière. Il y avait plus que quelques paiements en retard. Il y avait des comptes en recouvrement, de vieilles factures de services publics, un abonnement à une salle de sport, même un contrat de téléphonie mobile. Il y avait plusieurs cartes de crédit maximisées et portant d'énormes soldes avec des paiements d'intérêt qui étaient probablement écrasantes.
La reprise de la voiture était là, mais aussi un jugement de petite créance échouée contre lui de la part d'un ancien colocataire pour loyer impayé. Son score de crédit officiel était abyssal. Il était dans la catégorie très pauvre, une plage qui criait « risque élevé » à tout prêteur légitime. Aucune banque ne lui accorderait jamais un prêt de $3 500, encore moins $350 000, sans un co-emprunteur qui signait pratiquement sa propre vie. Ce rapport n'était pas seulement le témoignage de sa négligence, mais de l'encouragement de mon père. Marc avait clairement sorti Ethan d'affaires pendant des années, jetant de l'argent sur ses problèmes sans jamais le forcer à en assumer les conséquences. Ce restaurant n'était pas une entreprise commerciale. C'était le prochain renflouement le plus cher. Mais je n'avais pas fini. Un rapport de crédit montrait son historique de dette, mais je voulais comprendre son historique d'entreprise. J'ai commencé à fouiller dans les soi-disant projets qu'il avait lancés au fil des ans. J'ai utilisé les bases de données d'enregistrement des entreprises d'État et d'anciens messages sur les réseaux sociaux pour reconstituer une chronologie. La première fut l'entreprise de t-shirts Wittywear. Il l'a commencé à l'université. J'ai trouvé l'enregistrement de l'entreprise de Funkt. Elle avait été dissoute par l'État pour non-paiement des taxes annuelles. J'ai également trouvé un forum en ligne d'un festival artistique local où 2 artistes se plaignaient que Wittywear avait utilisé leur création sans permission ni paiement. Ensuite, il y eut le site web de dropshipping qui vendait des fournitures pour animaux de compagnie fantasy. J'ai trouvé le magasin Shopify abandonné. Les quelques critiques de clients étaient cinglantes, citant toutes les mêmes problèmes, commandes jamais arrivées, aucune réponse du service client, et produits qui étaient des contrefaçons bon marché de ce qui était annoncé. Il avait probablement pris l'argent et n'avait jamais pris la peine de satisfaire les commandes. Puis il y a eu le podcast d'influenceurs. Il avait produit exactement 3 épisodes avant d'abandonner. Le thème était la liberté financière pour les milléniaux. Un sujet si ironique que cela aurait été drôle si ce n'était pas mes propres finances qui étaient en jeu. Chaque aventure suivait le même schéma. Une explosion d'enthousiasme initial, une annonce tapa accent grave l'œil, un manque total de plan d'affaires viable, puis un silence discret lorsque le travail réel commençait. Ce n'était pas un entrepreneur. C'était un enfant jouant à se déguiser. Et mon père était le parent indulgent qui lui achetait des costumes toujours plus chers. Mon enquête m'a mené à la pièce la plus cruciale du puzzle, le plan d'affaires du restaurant. Ethan avait été évasif pour me le montrer, prétendant qu'il était en cours de préparation. Mais je savais qu'il avait dû soumettre quelque chose à la banque. Dans le portail de candidature sous les documents téléchargés, il était là. Gilded Fork Business Plan Final PDF. Je l'ai téléchargé, mon cœur battant. En lisant, j'ai laissé tomber ma mâchoire. C'était un chef-d'œuvre d'illusion. Les projections financières étaient du pur fantasme. Il projetait que le restaurant serait rentable dans les 6 premiers mois, une réussite presque inouïe dans l'industrie. Ses estimations de revenus étaient basées sur une occupation complète chaque nuit de la semaine avec une dépense client moyenne double de la norme pour notre ville. Son analyse des coûts était encore plus risible. Il avait considérablement sous-estimé le coût de tout. Ingrédients de haute qualité, chef et personnel expérimenté, licence de boissons, assurance et marketing. Il n'y avait pas de fonds de contingence, pas de réserve d'urgence. Selon ses propres chiffres, l'entreprise serait à court d'argent en moins d'un mois si elle rencontrait le moindre accroc. Ce n'était pas un plan d'affaires. C'était une liste de souhaits écrite par quelqu'un qui n'avait aucune prise sur la réalité. Et l'agent de prêt, M. Henderson, devait le savoir. Alors pourquoi la banque l'approuverait-elle ? La réponse était sur la dernière page et dans la section sur la garantie du prêt. Le plan mettait fortement l'accent sur la force et l'engagement du co-emprunteur. Il mentionnait mon nouveau travail, mon salaire, que Ethan avait gonflé de 20%, ma maîtrise, et mes actifs personnels importants. La vérité m'a frappé avec la force d'un coup physique. La banque n'investissait pas dans le restaurant d'Ethan. Il se fichait que le Gilded Fork serve un seul repas. Ils investissaient en moi. Ils voyaient une situation sans risque. Soit par miracle, le restaurant réussissait et ils récupéraient leur argent avec des intérêts élevés, soit, comme c'était beaucoup plus probable, il échouait et ils pouvaient légalement saisir toutes mes économies.
Mon père et mon frère ne m'avaient pas seulement offerte comme filet de sécurité. Ils m'avaient vendu à la banque comme un actif garanti sans risque. Mon dernier appel de la journée fut à ma tante Suzanne. J'avais besoin d'une ancre, quelqu'un en dehors de la bulle toxique de ma famille immédiate. J'ai tout expliqué d'une voix calme et mesurée. Le toast, les conditions du prêt, la garantie, le rapport de crédit, la blague du plan d'affaires. Elle a écouté patiemment sans interrompre. Quand j'ai eu fini, il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. Rebecca, dit-elle finalement, sa voix douce mais ferme. Je suis tellement désolée. Je suis désolée qu'il t'ait mise dans cette position et je suis désolée de ne pas en avoir fait plus pour arrêter ce schéma au fil des ans. Ton père, il voit Ethan comme un reflet de lui-même, une seconde chance à une sorte de succès tapa accent grave l'œil qu'il n'a jamais eu. Et toi, tu as toujours été si capable, si responsable que cela a été facile pour eux de prendre ça pour acquis. Que dois-je faire, Suzanne, ai-je demandé, ma voix se brisant pour la première fois ce jour-là. Tu sais déjà ce que tu dois faire, dit-elle doucement. Tu n'es pas responsable des rêves de ton frère, et tu n'es certainement pas responsable de ses échecs. Ta seule responsabilité ici est de te protéger. Ils t'ont montré qui ils sont. Tu dois les croire. Ces mots furent le dernier élément de validation dont j'avais besoin. Mon enquête était terminée. J'avais les faits, les preuves, et les chiffres froids et durs. Et maintenant, j'avais un plan. Mon plan n'était pas fait de feux d'artifice ou d'une confrontation dramatique, du moins pas au début. Mon monde était fait de chiffres, de contrats, et d'actions calmes et délibérées. Une explosion émotionnelle grandiloquente ne ferait que leur donner des munitions pour me dépeindre comme hystérique ou irrationnelle. La vengeance, ai-je décidé, était un plat qui se mangeait froidement, efficacement, et avec une piste papier légalement inattaquable. La première étape fut la plus cruciale. Je me suis reconnecté au portail en ligne de la banque. Ma demande de co-emprunteur était toujours en attente de signature finale. Un grand bouton orange en bas de la page disait « Signer numériquement et compléter la demande ». À côté, en petit texte gris, il y avait un lien « Retirer la demande ». Mon doigt a plané au-dessus du lien pendant une minute entière. C'était le point de non-retour. Cliquer dessus ne tuerait pas seulement le prêt. Cela ferait exploser une bombe au milieu de ma famille. Les retombées seraient immenses, mais l'alternative, signer mon nom et leur donner les clés de mon avenir, était impensable. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai cliqué. Une boîte de confirmation est apparue. Êtes-vous sûr de vouloir retirer votre candidature en tant que co-emprunteur pour ce prêt? Cette action est irréversible. J'ai cliqué sur « Confirmer ». La page s'est rafraîchie. Le statut indiquait maintenant « Candidature co-emprunteur retirée ». Une vague de soulagement si profonde qu'elle me donna le vertige m'envahit. C'était fait. La menace immédiate était neutralisée. La banque enverrait automatiquement une notification au demandeur principal, Ethan, l'informant que le prêt ne pouvait pas être approuvé sans co-emprunteur. La bombe était armée et sonnait. Mais je n'allais pas juste laisser la notification stérile de la banque parler. Je devais contrôler le récit. Mon père et mon frère étaient des maîtres pour tordre la réalité, et je savais qu'ils essaieraient de présenter cela comme une trahison, un acte soudain de rancœur émotionnelle. Je devais présenter ma décision dans le langage qu'ils comprenaient, les affaires. J'ai passé les 2 heures suivantes à rédiger un email. Je l'ai adressé à mon père et à Ethan. La ligne d'objet était professionnelle et anodine, concernant la demande de prêt pour la fourchette dorée. L'email était mon chef-d'œuvre. Il était dénué d'émotion. Il n'y avait aucune accusation, aucune mention du toast blessant ou des années de sentiment d'être négligé. Au lieu de cela, c'était une analyse formelle et systématique de toute l'entreprise, écrite comme si j'étais une consultante délivrant un rapport final sur un mauvais investissement. J'ai commencé par énoncer clairement ma décision. Après un examen approfondi du contrat de prêt final et du plan d'affaires associé, j'ai pris la décision professionnelle de retirer ma candidature en tant que co-emprunteur. Cette décision est définitive. Puis j'ai exposé mes raisons point par point en utilisant des listes à puces et un jargon financier. Exposition au risque inacceptable.
J'ai détaillé comment la clause de garantie plaçait 100% du risque sur mes actifs personnels, ce qui était un niveau atypique et inacceptable d'expertise. J'ai joint la section pertinente de l'accord de prêt pour leur référence. Projections financières erronées. J'ai démantelé systématiquement le plan d'affaires d'Ethan. J'ai comparé ses projections de revenus aux références de l'industrie pour les nouveaux restaurants de notre ville, montrant qu'elles étaient gonflées de plus de 200%. J'ai recalculé ses coûts d'exploitation pour inclure des chiffres réalistes pour le personnel, le marketing et les stocks, démontrant que l'entreprise fonctionnerait avec une perte significative dès le premier jour. J'ai conclu que l'entreprise telle que planifiée n'était pas viable financièrement et qu'elle était censée être insolvable dans la première année fiscale. Forte probabilité de défaut. J'ai mentionné, dans les termes les plus neutres possibles, que l'historique de crédit de l'emprunteur principal présente un obstacle important à l'obtention de conditions de prêt favorables et indique une forte probabilité statistique de défaut. Je n'avais pas besoin d'inclure le rapport de crédit. L'implication était claire. Conclusion. J'ai terminé l'email en présentant ma décision non pas comme une décision personnelle, mais comme un devoir fiduciaire envers moi-même. En tant que professionnel de la finance, je ne peux en bonne conscience attacher mon nom et mon avenir financier à une entreprise avec une telle probabilité d'échec. Le faire serait un acte de négligence professionnelle et personnelle. Je vous souhaite le meilleur pour obtenir un financement alternatif. J'ai relu l'email une douzaine de fois, le modifiant jusqu'à ce qu'il soit aussi froid et tranchant qu'un scalpel de chirurgien. Il était inattaquable. En refusant de m'engager émotionnellement, je les privais de leurs armes habituelles, la culpabilité, la manipulation et les accusations d'être trop sensibles. Comment pouvait-il argumenter avec des tableurs et des données de marché? Comment pouvait-il me qualifier d'égoïste pour avoir pris une décision financière saine, la chose même sur laquelle toute mon éducation et ma carrière étaient fondées? Avant de cliquer sur envoyer, j'ai fait une dernière chose. J'ai transféré une copie de l'email ainsi que le contrat de prêt et le plan d'affaires d'Ethan à ma tante Suzanne. J'ai ajouté une courte note. Je voulais juste te tenir au courant. Je soupçonne que les choses vont bientôt devenir difficiles. C'était ma police d'assurance, garantissant qu'il y avait une autre personne dans la famille qui connaissait la vérité objective et non édulcorée. Enfin, à exactement 22 heures le dimanche après ma fête, j'ai appuyé sur envoyer. J'ai fermé mon ordinateur portable, suis allé dans mon salon et me suis versé un verre d'eau. Ma main était parfaitement stable. Il n'y avait ni panique, ni peur, juste un calme profond et libérateur. J'avais passé toute ma vie à essayer d'éviter cette confrontation, à me contorsionner pour maintenir la paix. Mais maintenant, la guerre avait déjà été déclarée à ma fête. J'avais juste choisi le champ de bataille. Et c'était un champ de bataille où j'avais tous les avantages. J'avais pris leur supposition que je n'étais que la fille tranquille, docile et intello, et je les avais utilisés pour tendre un piège. Ils ne sauraient pas ce qui les avait frappés avant qu'il ne soit bien trop tard. Maintenant, il ne me restait plus qu'à attendre l'explosion. L'explosion est arrivée plus tôt que je ne l'attendais. Mon téléphone a commencé à sonner à 7h45 le lendemain matin. C'était Ethan. J'ai ignoré l'appel. Il a sonné à nouveau immédiatement. J'ai ignoré. Puis une série de messages textes a commencé à inonder mon écran. Que as-tu fait? La banque vient de m'envoyer un email. Le prêt est mort. Rebecca, réponds à ton téléphone. Tu viens de détruire tout mon avenir. Je n'arrive pas à croire que tu ferais ça. Papa va te tuer. Un sourire sombre a effleuré mes lèvres. La notification automatisée de la banque était clairement arrivée avant l'ouverture de mon email. Il réagissait à l'effet sans encore comprendre la cause. Parfait. 10 minutes plus tard, un appel est venu de mon père. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Son message était un torrent de fureur. Rebecca Lynn, je ne sais pas quel jeu tu joues, mais tu as créé un désastre. Ethan est ici et il est détruit. Tu as, à toi seul, ruiné sa seule grande chance. Nous venons chez toi tout de suite. Nous allons arranger ça. L'arrogance était époustouflante. Nous allons arranger ça. Il pensait encore avoir le contrôle, qu'il pouvait me forcer à revenir sur ma décision.
J'ai pris une gorgée de mon café et j'ai envoyé un message texte calme et composé aux deux. Je ne suis pas disponible pour vous rencontrer. Veuillez consulter mon email d'hier soir pour une explication complète de ma décision professionnelle. Il n'y a rien à régler. Je savais que cela les ferait se précipiter vers leur boîte de réception. Je pouvais presque imaginer la scène. Mon père et Ethan penchés sur un écran. Leur rage initiale se transformant en confusion stupéfaite en lisant ma décomposition analytique froide de l'incompétence d'Ethan. Les points à puce, le jargon financier, les documents joints, c'était une fusillade corporative, et il n'y était absolument pas préparé. Le silence qui a suivi mon SMS a duré exactement 38 minutes. C'était les 38 minutes les plus paisibles que j'avais eues depuis des semaines. Puis, on a frappé à ma porte d'appartement. Pas un coup poli, mais un coup insistant et furieux qui a résonné dans le couloir. J'ai regardé par l'œilleton. C'étaient tous les deux. Le visage de mon père rouge et déformé par la rage. Ethan avait l'air pâle et négligé. Je n'ai pas ouvert la porte. Rebecca, ouvre cette porte tout de suite, mon père a tonné, sa voix étouffée. Je suis restée silencieuse. Je n'avais aucune intention de les laisser entrer dans mon espace. C'était mon sanctuaire, et leur toxicité n'était pas la bienvenue ici. Ces coups ont redoublé d'intensité. Tu penses pouvoir te cacher derrière une porte après ce que tu as fait? Après avoir poignardé ton propre frère dans le dos. J'ai lu ton email, a crié Ethan, sa voix craquant d'un mélange de rage et de désespoir. Tout ce baratin corporate. Tu te crois tellement intelligente avec ton diplôme chic? C'est la famille, pas l'une de tes transactions commerciales. C'était le moment de vérité. Je me suis dirigée vers la porte et j'ai parlé calmement. Ma voix était assez forte pour être entendue clairement à travers le bois. Cela a cessé d'être une affaire de famille lorsque vous m'avez menti sur les conditions du prêt et que vous avez listé mes économies sur ma vie comme garantie sans mon plein consentement. Cela est devenu une affaire commerciale au moment où vous avez décidé que mon avenir financier était disposable. Ce n'est pas ce qui s'est passé, a crié mon père en retour. C'était une formalité. Nous protégions l'investissement de la famille. L'investissement de qui, papa, ai-je rappelé, ma voix régulière. L'investissement d'Ethan avec ton argent ou mon investissement de tout mon patrimoine net. Tu as lu les termes. Tu es courtier en assurance. Tu comprends le risque. Tu savais exactement ce que tu me demandais de signer. Un éclair de quelque chose, peut-être de la honte, peut-être juste de la frustration d'être pris, traversa son visage dans l'œilleton. Il fut silencieux un instant. Ethan a pris la parole. Tu es juste jalouse, a-t-il crié, sa voix atteignant un nouveau registre, frénétique. Tu as toujours été jalouse de moi. Tu ne pouvais pas supporter de me voir réussir quelque chose de grand, quelque chose de réel, pendant que tu restes assise à un bureau et que tu joues avec des chiffres. L'accusation était si ridicule, si complètement détachée de la réalité que j'ai presque ri. Jalouse de quoi, Ethan, ai-je demandé, ma voix empreinte de glace. Ton score de crédit, ta longue liste d'entreprises échouées, ton incapacité totale à assumer la responsabilité de ta propre vie? Non, je ne suis pas jalouse. J'en ai juste fini. J'en ai fini d'être le filet de sécurité. J'en ai fini d'être celle qui est responsable et dont vous pouvez tous profiter. Mon nom, mon crédit et mon argent sont les miens. Tu n'y as pas droit. Soudain, il y eut une agitation dans le couloir. Mon voisin d'un accent grave côté, un homme grand et pragmatique nommé M. Henderson, une coïncidence ironique, ouvrit sa porte. Y a-t-il un problème ici, demanda-t-il, sa voix un grondement sourd. Vous faites un bruit infernal. Mon père, décontenancé d'être interpellé par un étranger, bégaya. C'est une affaire de famille privée. Cela a cessé d'être privé lorsque vous avez commencé à crier et à frapper aux portes à 7h30 du matin, dit M. Henderson, croisant ses bras costauds. Soit vous partez, soit j'appelle la sécurité de l'immeuble. Vaincu et humilié, mon père lança un dernier regard venimeux à ma porte. Ce n'est pas fini, Rebecca, siffla-t-il avant de saisir Ethan, stupéfait, par le bras et de le tirer vers l'ascenseur. Je suis restée à la porte jusqu'à ce que j'entende l'ascenseur sonner et leurs pas disparaître.
puis j'ai appuyé mon front contre le bois froid, mon corps tremblant d'adrénaline. La confrontation avait été laide, mais elle avait été nécessaire. Pour la première fois, je n'avais pas reculé. Je n'avais pas essayé de maintenir la paix. J'avais tenu bon, armé de la vérité et d'une porte verrouillée. Ils étaient venus s'attendant à trouver la fille timide, docile et studieuse qu'ils avaient toujours connue. Au lieu de cela, ils avaient trouvé une femme qui connaissait sa propre valeur, et ils ne savaient pas comment la gérer. La relation que je connaissais était brisée, peut-être irrémédiablement. Mais alors que j'étais debout dans le calme de mon appartement, un profond sentiment de paix m'envahit. J'avais perdu une famille, mais j'avais enfin vraiment sauvé moi-même. Les semaines qui suivirent la confrontation furent une étude du silence. Mon père et mon frère coupèrent tout contact. Ils n'appelaient pas, n'envoyaient pas de SMS, et surtout ne s'excusaient pas. Ma mère m'envoyait occasionnellement des SMS vagues et culpabilisants comme « Ton père est très blessé » ou « Ethan est tellement perdu en ce moment. J'aimerais que vous puissiez tous vous entendre. » Je répondais à chacun d'eux par un message simple et immuable. Ma décision était basée sur des faits et prise pour protéger mon propre bien-être financier. Quand ils seront prêts à reconnaître la vérité de la situation, je suis disposée à parler. Ils ne l'ont jamais été. La famille était fracturée. Ma tante Suzanne est devenue ma principale source d'information et mon alliée la plus fervente. Elle m'a raconté que mon email avait provoqué des ondes de choc dans la famille élargie. Au début, mon père avait essayé de raconter l'histoire, disant à tout le monde que j'avais pris la grosse tête avec mon nouveau travail et que j'avais égoïstement retiré mon soutien à Ethan à la dernière minute par dépit. Mais son récit s'est effondré lorsque tante Suzanne, armée de l'email et des documents que je lui avais envoyés, commença à corriger calmement le tir avec quelques parents clés. Elle n'eut pas besoin d'être dramatique. Elle présenta simplement les faits. Les conditions de prêt prédatrices, le plan d'affaires ridicule, l'historique d'échecs, tout cela peignait un tableau impossible à nier. L'histoire n'était plus « Rebecca trahit son frère », mais « Mark et Ethan tentent de ruiner financièrement Rebecca ». Le rêve d'Ethan de la fourchette dorée s'est évaporé du jour au lendemain. Sans ma signature, le prêt était mort. Aucune autre banque ne le prendrait. Il passa apparemment un mois à me blâmer pour tout, sombrant dans une profonde mélancolie. Il a perdu la location de l'emplacement idéal en centre-ville. Selon tante Suzanne, il vivait maintenant à nouveau dans le sous-sol de mes parents, en réévaluant ses options, ce qui était un code pour jouer à des jeux vidéo et trouver son prochain plan pour devenir riche rapidement. Mon père, quant à lui, avait doublé sa colère. Il ne pouvait pas accepter que son plan ait échoué, et plus important encore, qu'il ait perdu son pouvoir sur moi. Notre arrangement était une source de profonde honte pour lui, non pas parce qu'il me manquait, mais parce que cela le faisait mal paraître. Dans son monde, le patriarche était censé avoir l'autorité absolue, et ma désobéissance était un acte de rébellion impardonnable. Mais alors que leur monde rétrécissait, le mien s'étendait d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Libéré du stress constant et de bas niveau des attentes de ma famille, j'ai prospéré. Dans mon nouveau travail, j'ai versé toute mon énergie et ma concentration dans mon travail. Mes compétences analytiques, que j'avais perfectionnées sur les finances désastreuses de mon frère, étaient maintenant utilisées pour gérer des portefeuilles de plusieurs millions de dollars. J'étais bonne dans ce domaine. Vraiment bonne. En 6 mois, j'ai été promue, recevant une augmentation significative et une prime plus importante que mon ancien salaire annuel. La première chose que j'ai faite avec cette prime fut de rembourser le dernier de mes prêts étudiants. Le sentiment de faire ce dernier paiement, de rompre le dernier lien financier avec mon passé et de posséder enfin mon éducation, fut celui d'une incroyable légèreté. La deuxième chose que j'ai faite fut de rencontrer un conseiller financier pour commencer à économiser agressivement pour un acompte sur un condo. L'avenir même que mon père et mon frère avaient essayé de me voler, la capacité d'acquérir ma propre propriété, de construire ma propre richesse, n'était plus seulement un rêve, mais un objectif tangible sur un calendrier clair. Environ 1 an après l'incident, j'ai reçu une demande d'amis inattendue sur les réseaux sociaux d'une cousine à qui je n'avais pas parlé depuis des années. J'ai accepté et elle m'a immédiatement envoyé un message. Rebecca, je voulais juste te dire que j'ai entendu ce qui s'est passé et je te trouve incroyablement courageuse. Mon père,
Ton oncle a essayé de me faire co-signer un prêt pour mon frère il y a quelques années et j'ai cédé. Ce fut un désastre et cela m'a freiné financièrement pendant des années. Tu as fait la bonne chose. Son message fut une révélation. Cela m'a fait réaliser que ce schéma toxique de droit et d'encouragement circulait probablement plus profondément dans ma famille que je ne l'avais jamais su. Mon refus n'avait pas été seulement pour moi. C'était une rupture dans un cycle générationnel. J'ai finalement revu mon père et mon frère lors d'un enterrement de famille 18 mois plus tard. Ils se tenaient d'un côté de la pièce et je me tenais de l'autre. Ils avaient tous deux l'air plus vieux et plus fatigués. Ethan avait pris du poids et la démarche confiante qu'il avait autrefois avait disparu, remplacée par un affaissement maussade. Mon père avait simplement l'air amer. Nous avons échangé des regards brièvement à travers la pièce. Je lui ai donné un petit signe de tête neutre. Il s'est juste détourné. Il ne me restait plus de colère, seulement une sorte de triste pitié. Ils étaient piégés dans un monde qu'ils avaient créé, et j'étais libre. Aujourd'hui, ma vie est calme, stable et entièrement mienne. J'ai ma propre maison, une carrière que j'aime, et un petit cercle d'amis qui célèbrent mes succès sans réserve. Ma relation avec ma tante Suzanne est plus forte que jamais, et ma mère et moi reconstruisons lentement, prudemment une connexion, bien que ce soit avec des limites très fermes. Je pense parfois à cette fête de remise des diplômes, à la piqûre d'humiliation que j'ai ressentie lorsque mon frère a fait ce toast. C'était censé être un moment de moquerie, une dernière humiliation pour me garder à ma place. Mais à la fin, ils m'ont fait un cadeau incroyable. Ils ont révélé leurs véritables intentions si clairement que je n'ai eu d'autre choix que de finalement me sauver moi-même. Mon nom est Rebecca. Mon nom est sur mon diplôme, mon titre de poste et l'acte de propriété de ma maison. Et le seul endroit où il ne sera jamais, c'est sur une demande de prêt pour un rêve qui n'est pas le mien.